suis Franck Gaillard, directeur de la formation pour le groupe Alstom. Alstom est leader de la mobilité verte et durable. C'est une société constituée de 80 000 salariés distribués dans 70 pays dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros et 85 milliards d'euros de projets en portefeuille. Notre mission consiste à délivrer des systèmes de transport intelligents et décarbonés aux villes, aux organisations, aux régions qui nous sollicitent pour ça. La croissance de cette entreprise dans de nombreux pays du monde, alors que l'expertise d'Alstom était située essentiellement en Europe, en France, beaucoup. Il s'agissait de mettre en place des dispositifs de formation qui permettent cette propagation de l'expertise partout dans le monde, à grande échelle et très rapidement. Et c'est pourquoi les choix qui ont été faits en termes de stratégie learning ont été de digitaliser, de donner des solutions qui permettent aux gens de se former depuis n'importe où, n'importe quand, avec n'importe quel équipement et au moment où ils en ont besoin. Et puis un jour, j'ai enfilé la première version du Quest, là, le Quest noir, là. Et j'ai fait les premiers pas, les first steps. Et alors là, l'expérience que j'ai vécue m'a vraiment fait penser que, ah oui, là, la technologie, elle est là, elle est vraiment immersive, on peut vraiment interagir avec des objets qui, bien qu'ils soient virtuels, donnent l'impression qu'ils sont réels et réagissent d'une manière qui est réaliste. Et là, ça a été un déclic pour moi. Le premier pas que j'ai franchi, c'était celui de me dire, mais en fait, la réalité virtuelle telle qu'elle peut être pratiquée aujourd'hui, ça peut vraiment être immersif au point que ça fasse une différence pour l'expérience utilisateur. C'est-à-dire qu'au point où on finirait par y croire, finalement. J'ai une première expérience qu'on avait faite justement sur l'environnement ferroviaire, où si on traversait les voies, on pouvait être percuté par un train. Et vraiment percuté de manière virtuelle, bien sûr, mais et ce que ça laissait dans l'esprit des gens, la réaction que ça provoquait chez les gens, me garantissait à 100% que je ne les verrais pas traverser des voies à l'avenir sans être extrêmement attentif. Et en principe, d'ailleurs, ils n'ont pas le droit de le faire. Alors, nous avons tiré parti de ces outils et de l'usage d'Optel en particulier, notamment dans le contexte de l'intégration des nouveaux arrivants. Il y a eu des périodes plus favorables que d'autres, hein. Typiquement, les périodes de confinement rendaient très difficile l'intégration de nouveaux arrivants sur les sites industriels. Et donc on pouvait les réaliser là où on n'aurait pas pu les réaliser, grâce à des visites virtuelles, à des inductions, des intégrations et des accueils sécurité dans ces modalités-là. Donc ça nous a permis d'abord de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire, qu'on ne pouvait plus faire. Ça nous a permis de faire des choses qu'on n'envisageait pas de faire de toute façon dans les conditions réelles, telles que des visites virtuelles de sites partout dans le monde, et dans des moments critiques. Je pense en particulier à des moments d'intégration de grandes organisations dans le groupe, moments de fusion, de rachat. Il est impératif de très rapidement intégrer les équipes à l'ensemble du groupe, de leur faire percevoir à quel point ils rejoignent une organisation qui est là pour les accueillir et qui s'identifie aussi à eux. C'est comme ça, par exemple, qu'au moment de l'intégration des équipes Bombardier, on permettait non seulement aux salariés anciennement Bombardier de découvrir les sites anciennement d'Alstom au travers de visites virtuelles sur la plateforme, auxquelles ils ont eu accès dès le jour 1 d'intégration, mais que de manière identique à l'inverse, les collaborateurs anciennement d'Alstom découvraient les sites anciennement Bombardier au travers de ces visites virtuelles. Alors, parmi les bénéfices de l'usage de la réalité virtuelle sur ces accueils sécurité, on trouve évidemment des avantages qui se rapportent à la limitation des risques réels physiques auxquels on expose les gens. Puisqu'en fait, on peut organiser des situations où on va plonger les individus dans la situation la plus dramatique, sans aucun risque pour eux, mais avec un impact émotionnel qui va jouer énormément sur la rétention, c'est-à-dire que la prochaine fois que les individus en situation réelle seront exposés au risque, ils auront vécu la situation la plus grave et donc seront très
prudent dans la façon par exemple, de travailler le long des voies ferrées. On a des programmes de préparation justement aux environnements ferroviaires qui auparavant étaient organisés de manière beaucoup plus coûteuse qu'aujourd'hui, puisque ça demandait de mobiliser, de déplacer des gens, de les envoyer sur des centres d'expertise ferroviaire, des centres d'essais ferroviaires, et réserver l'usage de ces centres d'essais ferroviaires à ces parties pratiques de formation à la sécurité n'était pas forcément le plus efficace, c'était beaucoup plus coûteux, alors qu'aujourd'hui on peut aller beaucoup plus loin dans l'expérience immersive et préparer mieux du coup les individus aux risques qu'ils vont rencontrer en situation réelle. Le bénéfice, le gain financier est remarquable, dans le sens où on n'a pas besoin à chaque arrivée d'un nouveau groupe de nouveaux arrivants dans l'organisation d'organiser une séance physique d'accueil sécurité. Le fait de mettre en place ces accueils sécurité virtuels nous fait gagner énormément de temps, ça nous évite de mobiliser des responsables de production, des directeurs d'équipe pendant des heures et des heures au moment des intégrations qui se répètent. De grandes portions de ces accueils sécurité sont réalisés de manière systématique au travers de la réalité virtuelle, et le bénéfice financier est considérable. Sur les coûts consacrés à l'intégration des nouveaux arrivants, on a divisé par 10 les dépenses. Nous nous sommes appuyés sur la société Uptel qui nous a permis très rapidement de disposer d'un éditeur d'expérience de réalité virtuelle, de l'interfacer avec nos systèmes de formation, de suivi de la formation, nos LMS, et instantanément de donner accès à l'ensemble de ces expériences, à l'ensemble de nos collaborateurs, et 80 000 collaborateurs dans le monde. C'est un système qui fonctionne extrêmement bien, puisqu'il nous permet justement de diffuser ces expériences de réalité virtuelle partout dans le monde, au travers d'Internet, et accessible depuis n'importe quelle interface. Évidemment, le casque de réalité virtuelle est une modalité de diffusion qui est idéale, mais bien souvent, il n'est pas possible de disposer d'un casque là où on se trouve, donc à ce moment-là, il y a toujours la possibilité de diffuser le contenu sur un ordinateur, sur un smartphone, auquel on peut rajouter des petits artifices qui vont donner l'impression qu'il s'agit d'un casque de réalité virtuelle, emboîter le téléphone dans un casque qui va permettre de vivre l'expérience comme si on était totalement immergé dans un casque de réalité virtuelle réel. Alors, les plus pratiqués en dehors de l'EHS se rapportent à des activités qui sont plus opérationnelles, de production, ou des contextes plus fonctionnels, de type entraînement à la négociation. On va trouver également des formations qui ont une vocation de favoriser l'inclusion dans l'entreprise. On va mettre les personnes dans la situation que vivent des personnes qui subissent un handicap ou qui sont exposées à une difficulté personnelle, et par exemple on a des parcours de formation sur l'intégration des personnes qui ont une difficulté d'audition ou des difficultés visuelles, etc. Donc ces thèmes sont aussi abordés d'une manière qui est assez originale, puisque finalement on peut plonger la personne dans une situation qui est vécue par un autre et qui est inconnue de la personne qui la découvre pour la première fois. Ce qui a eu le plus d'impact en termes de change et d'adoption, ça a été des programmes de promotion de la culture learning dans le groupe qu'on a organisé au fil des ans. On a organisé un challenge accepted programme. Alors c'était sous forme de challenge où les gens étaient encouragés à se former, et en se formant, gagnaient des points et pouvaient redistribuer ces points ensuite à des associations caritatives sous forme de dons d'Alstom. Donc on a créé des programmes qui est destinés à encourager les gens, des incentives, à encourager les gens à utiliser tout ça. Et ça a eu beaucoup d'effets, notamment sur l'usage de la réalité virtuelle, parce que ça devenait un enjeu finalement pour eux d'aller découvrir ce que c'était grâce à ce qu'ils allaient pouvoir faire avec les points acquis, mais du coup c'était le moyen de les amener jusque-là, parce que ça demandait quand même un effort. Il faut se connecter, prendre un code, voir comment ça marche, utiliser ça sur son téléphone. Voilà. Donc les programmes d'incentive sont des bons moyens de faire adopter de nouvelles pratiques et de nouveaux outils. Je considère comme les prochaines étapes, c'est d'abord la vulgarisation de l'usage de ces technologies dans le groupe. C'est-à-dire que les campus aient leur impact, leur effet, et que tous les collaborateurs, idéalement, aient expérimenté la réalité virtuelle, sachent en servir, sachent accéder aux formations Alstom en réalité virtuelle, et utiliser les casques disponibles pour en profiter.
Il s'agit aussi d'aller plus loin dans notre capacité à créer des expériences de formation qui soient pertinentes pour nos activités opérationnelles. Et de ce point de vue-là, on a commencé à développer une cité virtuelle dans laquelle se trouvent les produits Alstom, représentés avec un haut degré de qualité esthétique, design, et qui doivent nous permettre à terme d'organiser des événements dans cette ville virtuelle, voyager dans les véhicules qui se trouvent dans ce monde virtuel et apprendre dans le cadre de formations plus classiques, mais aussi dans le cadre de formations plus techniques sur le matériel dans ces mondes-là. Et pourquoi pas même de la simulation de conduite dans cette cité virtuelle. Je suis assez convaincu qu'on est un tournant dans nos sociétés là, en ce moment. Évidemment, le changement climatique, les tentatives de réduire les émissions carbone, tout ça nous entraîne, et assez rapidement, puisque je le vois même se traduire dans la loi, en particulier en France tout récemment, sur les voyages en avion qui doivent être réduits, suivant les distances, etc. On voit apparaître des arbitrages qui n'existaient pas auparavant, mais qui nous entraînent tous vers une décision à prendre pour savoir si, oui ou non, je dois voyager pour faire ce que j'ai à faire. Et bien plus qu'auparavant, l'arbitrage il va se faire en faveur d'un recours à des technologies immersives qui permettront de faire aussi bien, sans coût de voyage, sans impact carbone pour voyager, prendre l'avion pour aller à un autre endroit et retrouver d'autres personnes et travailler et collaborer ensemble. Donc ce changement-là, il va vraiment impacter toutes nos activités, et pas seulement les activités professionnelles, mais je pense évidemment en premier lieu aux activités de formation en entreprise. Et le recours à l'immersif, il est absolument incontournable et il faut s'y préparer dès maintenant parce que la technologie évolue extrêmement vite. Je dirais que le premier frein d'utilisation, d'adoption de ces contenus, d'expériences de réalité immersive à visée formation, c'est clairement le manque de maîtrise des instruments, des outils, même logiciels de la réalité virtuelle. Ça reste encore rare qu'il suffise de donner un casque à quelqu'un pour qu'il sache s'en servir et qu'il soit capable d'explorer les contenus qu'on met à disposition via nos plateformes. Ça demande vraiment une session d'appropriation, des workshops. Et ce qu'on constate, c'est que c'est uniquement une fois que les gens sont passés par là qu'ils comprennent à quoi ça peut leur servir, qu'ils réalisent la puissance de ces dispositifs, alors qu'auparavant, ils n'en avaient qu'une vague idée et souvent une idée un peu négative, parce que justement, quand on ne connaît pas, on s'inquiète, on voit des choses pas forcément très positives, et en réalité, dès lors que les gens ont vécu l'expérience, ils comprennent immédiatement tout le bénéfice qu'ils peuvent en retirer. Ce qui manque le plus aujourd'hui, c'est des fédérateurs, c'est des organisations, des regroupements d'organisations qui vont permettre de fixer des règles et qui vont permettre que des standards soient établis. Et aujourd'hui, ça fait défaut, c'est émergent, et dans ce registre, en particulier en France, France Immersive Learning joue un rôle central qui est reconnu de tous dans le domaine de ces métiers de la réalité immersive. On le voit à d'autres échelles, au niveau de l'Europe. Je pense que ça va préoccuper le reste du monde assez vite. Et les États-Unis s'en préoccupent beaucoup. Mais voilà, je pense que c'est aujourd'hui, grâce à des organisations telles que celle-ci, qu'on va réussir à établir une sorte de plateforme, ou en tout cas une base d'interconnexion qui va rendre ça disponible à grande échelle et faire advenir ce rêve qu'on évoque si souvent d'un métavers, en tout cas d'un monde virtuel qui permettrait aux gens de se retrouver et de collaborer ensemble, quelle que soit la distance.